Aujourd'hui à l'épisode, je partage avec toi certains projets, idées que j'ai eus qui n'ont pas fonctionné. En gros, je te partage mes échecs, des idées peut-être un peu loufoques, des choses que j'ai tenté de faire dans l'accomplissement, L'un de mes échecs, c'est de dire cette phrase-là. L'accomplissement. On savait bien qu'il allait avoir de la misère à réussir, ce gars-là. Il a de la misère à dire le mot accomplissement. Ça va être top d'accomplir des grandes choses. Je me souviens quand j'avais à peu près 14-15 ans, j'avais eu l'idée de faire de l'élevage de cochons. En même temps que j'étais à l'école secondaire, je m'étais parti aussi une petite business là, non officielle de revente d'articles au marché aux puces. Un autre business super légitime que j'ai essayé, c'est de vendre des alcotests. Un peu plus tard, dans tout ce cheminement-là, je me souviens également avoir, c'est quasiment en lien avec le porte-à-porte, avoir vendu des cheveux. J'avais essayé aussi de me lancer comme courtier automobile. Ça va me prendre au moins 10 épisodes de podcast pour tout raconter ça. Je me souviens quand j'avais à peu près 14-15 ans, j'avais eu l'idée de faire de l'élevage de cochons. Je travaillais sur une ferme et il y avait un employé sur la ferme qui m'avait parlé de ça. Il m'avait dit « Hey Charles, on pourrait tout pis moi. » C'était quelqu'un d'assez spécial qui avait pas été correct avec moi. Il m'avait même volé de l'argent puis tout ça pour certaines idées. Puis j'étais jeune, 14-15 ans, moi je faisais confiance au monde. Puis j'étais naïf et ambitieux. Puis il m'avait dit « Charles, on pourrait faire de l'élevage de cochons. » On pourrait louer une place, puis on achète des cochons, on fait l'élevage, on les nourrit, puis après ça, on envoie ça à l'abattoir puis on vend la viande parce que tu peux acheter ça, là, c'est assez connu là, en campagne, je dirais. Il y a des gens qui achètent des demi-porcs ou des porcs complets ou des demi-veaux, des bœufs complets. Tu peux, au lieu d'aller à la boucherie acheter des petits morceaux à la fois, des pièces de la viande, mais tu peux en acheter comme... Tu commandes ton bœuf à toi ou ton veau à toi ou ton cochon à toi, puis tu le sépares avec ta famille. Bref, ça revient moins cher. Et là, ben moi, je connaissais un petit peu ce concept-là, puis il m'avait expliqué comment ça pouvait fonctionner. Et je me souviens être à l'école, dans la classe, rien écouter de ce que le prof il dit, puis de juste avoir ma calculatrice, puis de calculer, faire des calculs. Si j'ai 200 cochons, puis là, quand vraiment, ça me coûterait les nourrir, puis de calculer, puis des calculs qui font aucun sens parce que j'ai aucune idée comment faire ça. Fait que c'est des affaires hyper utopiques, là, de comme 200 cochons, bon, ça va coûter à peu près ça pour la mouler, à peu près ça pour le loyer, je revends ça. Ça va coûter 17 piastres, puis là, je faisais mes calculs, là, puis à la fin, là, je faisais des milliers de dollars. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise que la personne qui avait eu cette idée-là était un peu tombée sur la tête puis que ça allait pas fonctionner. Puis après m'être fait voler de l'argent de cette personne-là, je me suis dit, bon, attends, c'est quand ton partenaire d'affaires te vole avant même d'être en affaires, c'est peut-être pas une bonne idée de continuer là, un projet là, avec. Fait que j'ai arrêté ce projet-là. Fait que ça, c'est l'un des projets qui a pas fonctionné. Une chance, je me suis pas rendu loin, mais c'était au moins l'idée que à 14-15 ans, j'étais à l'école, puis moi, là, je n'en ai rien à cirer de ce que le prof me parle. Moi, dans ma tête, je pense à l'élevage de cochons puis à comment je peux faire de l'argent avec ça. J'étais vraiment très motivé à réussir d'un point de vue entrepreneurial, mais il fallait que j'aie les bonnes idées. En même temps que j'étais à l'école secondaire, je m'étais parti aussi une petite business là, non officielle de revente d'articles au marché aux puces. J'avais des amis qui étaient très, très, très fiables. Eux autres, là, ils m'amenaient des PlayStation, des Xbox, des GPS, toutes des affaires qui étaient pas volées. Je sais pas où ils prenaient ça, mais ils m'amenaient ça. Moi, je pense que c'était un ami qui leur avait prêté, ou peut-être c'était rendu donné, ou... Il m'amenait ça. Puis là, moi, j'étais connu pour être un pas pire négociateur, et là, je partais avec tout plein d'articles que je me faisais donner, et j'allais en scooter au marché aux puces à Carignan. Aujourd'hui, ça a tout été rasé, maintenant, c'est rendu comme dans la toune, là, c'est quoi la toune, là, des colocs, là? La rue principale. Tu sais, là, la rue principale, ils ont tout rasé le centre d'achat. C'est plus qu'est-ce qu'il y avait, c'était un centre d'achat. C'est rendu ça,
C'était beau, le marché aux puces à Carignan. C'était une méchante. Hey, t'arrivais là, tu peux acheter des belles ceintures de cuir. Il y avait des articles de vapotage avant même que le vapotage existe. On appelait ça des articles de poteux. Il y avait toutes sortes de belles affaires. Puis il y avait des gens qui achetaient mes cochonneries. Fait que moi, j'arrivais là avec les articles que mes amis me donnaient. Puis là, je vendais ça. Fait que je leur vendais ça avec l'idée qu'eux allaient revendre ça. Puis ils me payaient en cash. Puis moi, je leur donnais un petit pourcentage à eux autres, juste pour dire, regarde, tu m'as trouvé l'article, je te donnais un pourcentage, puis je roulais là-dessus. J'ai dû faire, là, écoute, au moins, là, 100 piastres avec ça. J'ai pas fait beaucoup d'argent. C'était tellement des allers-retours de scooter. D'après moi, là, si je calcule ce que ça me payait versus le gaz, versus le temps, ça aurait été bien mieux retourner juste travailler à la ferme, puis faire des heures, puis être en tracteur, puis d'être bien poulailler. Ça, c'était pas payant du tout. Mais, tu sais, j'essayais les affaires, puis c'était bon quand même, parce que ça me permettait d'apprendre à négocier, d'apprendre à dealer toutes sortes d'affaires, parce qu'il fallait que je négocie autant avec la personne qui m'amenait les articles que la personne à qui je le vendais. J'étais tiraillé entre les deux pour moi me garder un profit là-dedans, puis c'était bien compliqué. Donc bref, jamais je referais ce genre d'affaires-là. Surtout que c'était borderline éthique, mais je savais pas, puis j'étais naïf à ce moment-là. Donc voilà, mais ça a pas été une business qui a duré longtemps, non. Ensuite de ça, un autre business super légitime que j'ai essayé, c'était de vendre des alcotests. J'avais trouvé moi je regardais beaucoup sur Internet, sur l'EPAC, Kijiji, des entreprises à vendre ou des affaires que je pouvais acheter puis revendre. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font ça, ils appellent ça du dropshipping, mais à l'époque, c'était plus j'achète, mettons, une petite entreprise, puis là, ben, j'essaie de refaire. C'est comme ça que j'avais acheté ma première compagnie de machines distributrices, d'ailleurs. Mais là, les alcotests, j'avais trouvé quelqu'un qui achetait des lots, en gros, sur en Chine, des containers de cochonneries. Puis là, lui, il avait une batch là, d'au moins 5-6 000 alcotests. Et il était prêt à me vendre ça à un super prix. Et là, moi, je le rencontre, il me parle de son affaire d'alcotest, puis moi, je trouvais ça bien, parce que je me disais, c'est le temps des fêtes bientôt, le monde, ils vont boire un peu, puis, tu sais, de tester pour péter la balloune avant de prendre ta voiture après un souper de famille et tout ça, ça pourrait être bon. Fait que, tu sais, il y a un timing là, d'affaires. Là. Fait que là, moi, j'étais bien allumé avec ça. Je sais même pas si j'avais 18 ans. Là. Non, j'avais au moins 18 ans. Ouais, j'avais au moins 18 ans. Et, et là, je me souviens parce que en même temps de ça, je faisais du marketing de réseau, puis je m'en allais à Phoenix, en Arizona, pour une grosse convention internationale avec la compagnie dans laquelle j'étais. Et j'avais autour de 5-6 000 dans mon compte en banque. Puis j'ai décidé de prendre ce 5-6 000-là pour acheter tous les alcotests. Fait que je me suis mis à zéro. Et là, je suis parti des alcotests, puis j'ai pris un de mes chums, j'ai dit, on va aller vendre ça en porte-à-porte. Fait que là, ça va être un bon timing, on va y aller fort, là. On cogne à toutes les portes, puis là, on fait notre pitch, là, que c'est important durant la période des fêtes, puis acheter-en plusieurs pour donner ça à mon oncle, ma tante, patati patata. Puis c'était des cochonneries, là. C'était des petits alcotestes de merde, là. C'était vraiment de la vidange. Puis après 2 ou 3 portes qu'on cogne, mon chum vient me voir puis il me dit hey, il est où notre permis de porte-à-porte? Là, je fais notre permis? Mon permis de conduire, mon permis de pêche, j'ai pas de permis de porte-à-porte, c'est quoi ça? Il s'était fait expliquer par quelqu'un, c'est qu'on avait cogné, qu'il fallait que tu aies un permis. Là. Fait qu'il devait voir qu'on n'était pas trop fiable, qu'on savait pas trop ce qu'on faisait, puis il a dit hey, avez-vous un permis de porte-à-porte? Puis ça a l'air que c'est bien grave, là, parce qu'il y en a qui font ça, là, de la vente en porte-à-porte. Et on n'a pas eu le temps vraiment de se rendre à avoir une amende. Là. On a cogné à 3 maisons. Là. Mais tout de suite, il a été correct le gars de nous avertir parce qu'on aurait pu effectivement avoir une amende et tout ça. Puis moi, je voulais rien faire dans l'illégalité. J'étais juste pas conscient de ça. Et ça a fait en sorte que là, je peux pas vendre ça en porte-à-porte. Fait que mon modèle ne fonctionne pas. Fait que j'ai rappelé le gars en question à qui j'avais acheté ça pour essayer de lui ramener, me faire rembourser. Puis il me remboursait, mais pas en totalité. Tu sais, il manquait d'argent, puis tout ça. Puis tu sais, ça a duré l'espace de 24 heures. Là. Moi, je partais, par exemple, le jeudi en avion, puis on était le lundi, puis le mercredi, là, j'allais reporter ça pour avoir mon argent, pour partir après ça aux États-Unis, puis au moins avoir un peu de liquidité sur moi. Moi, je pensais qu'avec mon 5-6 000 que ça m'avait coûté, j'allais faire là x4, x5, x6, là, puis que ça allait être donc le party rendu en Arizona, puis que ça allait être le fun. Mais finalement, non, ça a été un immense stress.
de devoir gérer les billets, je m'en vais là-bas, ma valise, aller porter les alcotestes. Tu sais, j'ai 18 ans à ce moment-là, là, tu sais, je suis tout jeune, j'ai peu d'expérience dans la vie, mais j'ai tellement d'ambition que je sais plein faire, fait que c'était un gros apprentissage. Je suis content m'avoir fait presque rembourser, mais je ne l'ai pas fait rembourser au complet. Donc, si vous avez une idée de faire du porte-à-porte, assurez-vous d'avoir un permis, je l'ai appris sur le top. Un peu plus tard, dans tout ce cheminement-là, je me souviens également avoir, c'était quasiment en lien avec le porte-à-porte, avoir vendu des cheveux. Moi, j'ai vendu des cheveux. Croyez-moi pas, j'ai vendu des cheveux. Il y a une entreprise que je n'aimerais pas, qui était comme, je pense que c'est un de mes amis qui avait soit l'entreprise où il disait qu'il l'avait. Bref, c'était un peu louche. À date, tout ce que je dis, c'est des affaires louches. Quand t'apprends, là, t'essayes des affaires, t'es pas bon, t'essayes, tu te fais embarquer dans des affaires. Mais ça te donne une belle expérience de vie. J'avais quelqu'un qui m'avait dit, hey, on est comme franchisé, là, d'une compagnie, là, que c'est de la poudre pour les cheveux, là, en fait, c'est pour les gens qui font de la calvitie, donc clairement pas moi, là. Mais les gens qui font de la calvitie, avaient l'option de mettre une genre de petite poudre sur leurs cheveux qui faisait en sorte que ça cachait leur calvitie. Donc là, nous, notre clientèle, c'était évidemment les centres coiffeurs. Fait que là, notre modèle d'affaires, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des boîtes, là. C'était des petites boîtes, là, très, très, très petites pour la poudre de cheveux. Toutes les couleurs de cheveux possibles. Fait que là, on avait des présentoirs. On en avait des centaines. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait cogner au salon de coiffeur, puis on leur proposait, en fait, parce que là, si on leur disait, hey, on va te vendre ça 200, 300, 400 piastres, peu importe comment ça coûtait le présentoir complet, mais il y avait beaucoup de salons de coiffeurs qui disaient, ah non, ça m'intéresse pas, on veut pas s'investir là-dedans. Parce qu'il y avait quand même de l'éducation à faire là-dedans. Quelqu'un qui fait de la calvitie, des fois, c'est un complexe. Puis de dire, hey, mais là, quoi pour toi, mon Johnny? Hein? T'es-tu tanné, là, d'avoir, là, ça, ici, là? On met de la petite poudre, là, puis ça cache presque. C'est sûr, si tu passes au vent, ça part, mais mais tu sais, tu restes à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'humidité, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de vent, là, qu'il n'y a personne, t'es tout seul. Au moins, toi, puis tu le vois pas, mais au moins, tu le sais que tu l'as mis. C'est un 30$ bien investi, mon Johnny. Donc, fallait leur montrer comment vendre ça aux clients, en plus. Mais là, ce qu'on leur dit, on dit, hey, on te met un présentoir gratis en avant, là, sur le comptoir, là, dans ton salon, là. On met ça là, puis ceux que tu vends, tu nous les payes. Puis moi, j'avais un pourcentage sur tous ceux qui se vendaient dans tous les salons dans lesquels j'installais des présentoirs. Fait que là, c'était quand même excitant parce que je pouvais partir et prendre partir de ma journée là, avec 20 présentoirs dans mon char, dans la valise. Là. Puis là, d'aller cogner au salon de coiffeur, puis là, d'expliquer le concept. Là, c'est comme, hey, ça t'engage à rien, on fait un petit contrat de rien du tout. Si la journée t'est tannée, on le reprend, tout est beau. Puis là, d'installer ça. Puis à un moment donné, ça commençait quand même à bien marcher. On avait installé au moins une centaine dans le Grand Montréal. Puis ça se vendait relativement bien. Là, je retournais à des salons, remettre les couleurs qui avaient été vendues, je collectais l'argent, je gardais mon pourcentage, je redonnais un pourcentage à la personne qui m'avait impliqué là-dedans. Puis après ça, tant qu'à être proche, ben, j'essayais d'aller voir d'autres salons, puis on essayait de rouler ça, jusqu'à un moment donné que finalement, pas mal tous les salons se sont rendus compte que ça se vendait pas bien. Fait qu'ils ont tous commencé à aller pour dire « reprends tes affaires, reprends tes affaires, reprends tes affaires ». Fait que là, je me ramassais à faire des allers-retours de plein de salons juste pour aller récupérer les produits, puis pas faire d'argent avec ça. Donc, pas longtemps après... c'est la période où j'avais quitté le domaine automobile, puis j'avais à peu près 19 ans à ce moment-là, puis je suis retourné dans le domaine automobile pour avoir une job qui a du sens, avec un salaire, puis des conditions de travail, puis tu sais, de quoi qui est steak, blé dingue, patate, on paye notre loyer. Fait que ça marchait pas, je payais rien que ça. Je faisais pas de maudit scène, mais j'ai appris, j'ai essayé et j'ai rencontré toutes sortes de monde là-dedans, là, c'était assez spécial. Ensuite de ça, quand j'ai quitté le domaine, dans la même période, parce que j'avais quitté le domaine automobile, en même temps que les cheveux, puis les alcotestes, puis toute cette histoire-là, j'avais essayé aussi de me lancer comme courtier automobile. Ça existe aujourd'hui, il y en a qui font ça comme métier de courtier automobile. C'est un noble métier, très bien. C'est en fait la job d'un courtier automobile, c'est au lieu que toi t'ailles chez un concessionnaire, tu magasines et tu passes par un vendeur là-bas, ou non, c'est plus des vendeurs.
c'est des représentants. Non. Avant, c'était des vendeurs. Après ça, c'est devenu des représentants. Aujourd'hui, on appelle ça des conseillers. Parce qu'il faut changer les noms pour moins faire peur aux clients. Hein? Parce que vendeur fait peur, représentant, pas sûr. Conseiller, it's fine. Donc, au lieu d'aller voir un conseiller sur la voiture, tu fais affaire avec un courtier. Puis le courtier, lui, c'est qui te magasine le meilleur deal ou... Par exemple, moi, la dernière voiture que j'ai changé ma voiture dernièrement, fait que j'ai un courtier qui me trouvait le modèle que je voulais. Fait que mettons moi-même qui magasine, j'aurais eu de la difficulté à trouver le modèle que je voulais parce que c'était plus rare, c'était dur à trouver et tout ça. Puis là, lui, il a osé trouver parce qu'il y a des contacts. Fait que ça peut être très bien faire affaire avec un courtier. Puis moi, je m'étais dit, va me lancer là-dedans parce que j'étais frustré après le monde automobile, parce que j'avais vécu beaucoup de situations et j'avais vu beaucoup de malhonnêteté qui se faisait et moi, pour moi, l'honnêteté, c'est quelque chose de super important. La transparence, c'est super important. Garder ton nom, c'est super important parce que, tu sais, dans la vie, tu te bâtis une réputation, peu importe ce que tu fais. Pas parce que moi, là, aujourd'hui, je suis présent sur les médias sociaux et je suis de plus en plus connu que c'est plus important pour moi de garder mon intégrité qu'un autre. Je veux dire, si tu vends quelque chose, tu vends des maisons, des assurances ou des voitures, peu importe ce que tu fais, si tu brûles ta réputation, c'est fini. Les opportunités que tu t'aimerais avoir, c'est terminé. Puis pas juste ça, tu vis mal avec ça. Tu dors pas bien quand tu fais les choses de manière malhonnête. Et moi, je trouvais ça pas correct de voir des choses de façon malhonnête puis qu'on s'encourage là-dedans dans l'industrie. Ça va peut-être changer. Il y a peut-être des concessionnaires qui sont super honnêtes. Je suis pas en train de dire que tout le monde, c'est dans le même bateau, que c'est blanc-noir, c'est juste des méchants puis il y a juste des gentils. Ce que je dis, c'est que j'avais vu de mes propres yeux des gens vraiment arnaquer du monde. Et moi, j'étais mal de participer à ça. Donc, je m'étais dit, je vais me lancer comme courtier pour détruire cette industrie-là qui manipule les gens, puis sont pas gentils, puis etc. Puis là, je me disais, c'est les méchants, moi je suis le gentil. Fait que je veux faire le bien. Fait que tu sais, il y avait quand même déjà, puis tu sais, je fais de la croissance personnelle beaucoup, je savais qu'un jour j'allais faire du coaching, des conférences et tout ça, c'est juste que je sentais que j'étais pas encore prêt de me lancer là-dedans puis de faire ça concrètement, mais j'avais des croûtes à manger, bien évidemment, puis beaucoup à apprendre de la vie et du sujet que j'allais traiter. Mais au fond de moi, là, cette espèce d'idée-là de vouloir aider le monde, c'était déjà présent, tu sais. Fait que ça a vraiment une cohérence avec ce que je fais aujourd'hui. Mais ça me tenait à cœur. Et là, je montais le modèle, j'avais trouvé le nom, j'avais le site web, j'avais toutes sortes d'affaires, j'avais un partenaire là-dedans. Puis on était super motivés là, à vouloir faire en sorte que nous autres, notre job, puis on allait être présents sur les médias sociaux, on allait montrer que le domaine automobile, c'est des bandits, puis que nous autres, on était les gentils, puis qu'on allait les aider là-dedans. Sauf que là, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si tu veux être le gentil, ceux que tu pointes les méchants sont ceux avec qui tu dois faire affaire à chaque jour. Je me suis pas rendu très très loin parce que je me suis rendu compte. J'ai fait, OK, ben là, si mettons là, les clients sont tous d'accord avec moi, puis ils disent ouais, on va faire affaire avec Charles parce que lui il est honnête, puis les autres sont méchants. Mais moi, ma relation avec le concessionnaire, c'est quoi? Faut que je sois pote avec eux, là. Faut que je sois ami avec eux autres parce que c'est à eux que j'achète les voitures, c'est à eux que j'envoie le client, c'est avec eux que je transige. Si eux m'aiment pas parce que moi, je m'en vais là-bas, non seulement j'enlève une commission au vendeur, au conseiller, pardon, j'enlève une commission au conseiller. Lui, tous les vendeurs dans la place, là, c'est pas mes amis, là. OK, mais là, je vais passer par le gérant. Le gérant, il est dans la même affaire, là. Lui, ça fait pas son affaire qu'il y ait un courtier il préférait que le client rentre chez lui, puis ils font ce qu'il veut avec, là, probablement, là. Fait que de passer par moi, c'était comme, non, c'était pas super bien. Aujourd'hui, les courtiers qui font ça sont amis avec les concessionnaires. Ils ont des connexions, ils ont des relations. Fait que ça peut vraiment bien aller. Mais moi, la façon que je voulais le faire, c'était pas faites affaire avec moi parce que je vais vous offrir un bon service. C'était faites affaire avec moi parce que moi, je m'assure que vous faites pas F. Je vais m'assurer que vous allez être correct puis vous allez pas être pris dans les mains malhonnêtes des gens qui sont dans cette industrie. Fait que je me suis pas rendu très très loin parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnerait pas. Puis j'avais au fond de moi un mauvais feeling. J'avais un mauvais feeling de je reste quand même dans cette mauvaise énergie-là d'une industrie que j'aimais pas, tu sais. J'avais quitté cette industrie-là parce que j'aimais pas les valeurs dans laquelle c'était. Puis là, ben, je me ramassais à être encore là-dedans. Donc, je serais resté encore dans la même chose. Puis probablement, ça m'aurait amené plus de mal que de bien, même si je voulais faire le bien. Fait que la morale que ça a amené, c'est que c'est pas parce que tu veux faire quelque chose de bien que tu vas bien te sentir. Des fois, tu peux te dédouaner toi-même en disant « OK, je vais faire quelque chose de bien »,
mais l'impact que ça a vraiment sur ton corps, ta santé mentale, psychologique, et etc., va être néfaste. Parce que tu fais le bien, mais la manière que tu le fais, puis l'intention dans laquelle tu es n'est pas nécessairement bien. Donc moi, mon intention était bien pour la population, le client, mais c'était pour parler contre d'autres personnes. C'était pour être contre quelque chose. Fait que c'était une énergie qui était très prenante. C'est une énergie qui était très négative. Tu sais, aujourd'hui, ce que je fais avec la croissance personnelle, je suis pas en train d'attaquer les gens qui en font pas. Je suis en train d'attaquer certaines personnes de la population qui nuisent, par exemple, à ce que je fais. Je les attaque pas, je me concentre sur moi, qu'est-ce que je fais. Donc, je suis dans une belle énergie et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça fleurit, ça prospère. Mais ça n'aurait pas pu prospérer pour moi parce que j'étais pas dans cette énergie-là. Fait que ça n'allait pas durer longtemps. Un peu plus tard, dans la même période, j'en ai fait, là, ça c'est tout là, un après l'autre. Puis là-dedans, il y en a plein que je raconte pas. Là. Ça va être pour un autre épisode. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube ou au podcast de façon audio, peu importe la plateforme que vous êtes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, abonnez-vous parce que vous voulez pas manquer les parties 2 et partie 3 parce que j'en ai des histoires encore plus croustillantes. Mais dans la même période de tout ça, j'avais décidé également à un moment donné de devenir conseiller financier. On en voit beaucoup aujourd'hui sur les médias sociaux des conseillers financiers. J'avais 20 ans et pas de diplôme, pas secondaire 5. Moi, je croyais que c'était impossible de devenir conseiller financier parce qu'il faut aller faire des cours, faut aller chercher des permis à l'AMF et tout ça. Puis il y a quand même des études là-dedans. Et là, moi, je rencontre des gens qui sont dans cette industrie-là puis qui me disent « Charles, tu serais bon là-dedans, on te voit faire ci, on te voit faire ça. » Puis ça a été des super personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidé dans mon cheminement. Certaines personnes d'ailleurs qui m'ont donné des livres de croissance personnelle qui ont eu un grand impact dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai que du positif à en retenir. Mais je me souviens d'avoir le moment où je m'imaginais être conseiller financier. Je me disais « Hey, encore une fois, les finances, c'est un domaine que les gens ne connaissent pas vraiment. Les gens sont peut-être mal informés par rapport aux finances. Moi, je m'en vais là comme une mission, comme un héros. Je vais m'éduquer sur le sujet. Je vais tout comprendre de ce qu'il y a à comprendre. Puis je vais aider le monde à se libérer financièrement. C'était ça mon but, c'était ça ma mission, c'était mon défi. Jusqu'au jour où j'arrive dans ma chambre, à cet âge-là, ouais, j'habitais avec un ami. Donc j'arrive dans ma chambre, j'avais un petit bureau, et là je me dis bon, ben je vais étudier. Hein, faut bien que j'étudie pour l'examen. Puis là, ben, je sors les livres, puis là, c'est un livre, là, ceux qui sont à l'audio, vous ne pouvez pas voir, là, mais dites-vous que je fais des épaisseurs, OK? Puis la première épaisseur, c'est ça du livre. Deuxième livre par-dessus, troisième livre, quatrième livre. Bref, je mesure 6 pieds 6, je pense que j'avais 6 pieds 6 de lecture à faire sur des sujets d'assurance, puis de toutes sortes d'affaires de placement. Et là, je me rends compte que ce jargon-là me saoule, ça m'ennuie, zéro motivé. Puis là, quand je ferme ces livres-là, puis j'ouvre des livres de croissance personnelle, hey, là, ça me drive, puis la psychologie, puis psychologie humaine, comportementale, tout ça, ça me passionne, mais les chiffres, la finance, l'économie, l'information ne rentre pas. Fait que là, je pratique, puis j'essaie de comprendre, puis assurance de ci, puis assurance de ça, puis protection, puis maladie grave, puis toute la patente. Puis là, je me rends compte que finalement, ça me fait vraiment chier. Mais là, j'ai la difficulté à le dire aux gens qui m'ont impliqué là-dedans parce que là, tu sais, les autres, ils ont les attentes, ils disent « Hey, Charles va être dans notre équipe et tout ça. » Puis eux, c'était dans un cabinet qui faisait en sorte que, même si j'avais pas de diplôme, ils étaient capables de me faire rentrer quand même dans le cabinet, puis il fallait que je fasse l'examen, puis tout ça. Puis c'était comme, ils signaient là, quelque chose pour faire en sorte là, que je suis correct, là, je peux y aller, là, même sans avoir de secondaire 5. Je sais pas si vraiment ça se fait, mais en tout cas, on était dans la procédure de. Et puis... Et puis pendant que je fais tous ces exercices-là, je me suis même pas rendu à l'examen de l'AMF. Je suis au concessionnaire où je travaillais, j'étais retourné là après tous les échecs. Puis là, je vais ressortir de là. Puis je me fais rencontrer pour devenir directeur des ventes pour le concessionnaire. Puis j'avais seulement 20 ans. Fait que là, je me ramassais avec un job plus stable. Donc j'avais un salaire qui était aux alentours de 70 000 par année, avec un char payé. Puis un salaire qui était stable. J'avais pas besoin de vendre des autos pour avoir ma paye. J'avais la même paye toujours à chaque semaine. Et là, je me disais, bon, moi, mon rêve ultime, c'est ce que je fais en ce moment avec Drôlement Inspirant. Puis si je veux me rendre là-dessus, il faut que j'aille du temps à me concentrer sur une chose.
Je peux pas juste m'étourdir avec plein d'autres choses en même temps en me disant en attendant de, parce que je m'en allais conseiller financier en attendant de faire Drôlement Inspirant. Je m'en allais être courtier automobile en attendant de Drôlement Inspirant. C'était tout des en attendant de. Donc là, je me suis dit, OK, avec l'opportunité d'être directeur, je vais pouvoir faire ça et me concentrer puis travailler sur mes projets en sideline jusqu'à temps que je sois prête puis que je puisse me lancer vraiment là-dedans dans la croissance personnelle, dans le coaching, quand je vais être prêt. Donc, finalement, j'ai pris l'opportunité de devenir directeur des ventes et j'ai laissé conseiller financier de côté et ça a été une excellente décision dans ma vie parce que avoir poursuivi ce chemin-là, aujourd'hui, si j'y pense, à être conseiller financier, donc bravo pour tous ceux qui le font de manière noble et respectable parce qu'on a besoin de gens qui nous éduquent sur la finance. C'est compliqué. À tous les jours, je travaille à comprendre de mieux en mieux mes finances. Hier, j'avais une rencontre avec quelqu'un qui m'assiste sur toutes mes finances, mes économies, mes investissements. Puis la première 30 minutes du meeting, j'étais en forme, je comprends. Puis les derniers 30 minutes, j'ai mal à la tête puis j'ai hâte que ça finisse. Parce que c'est compliqué, l'argent et la finance. Mais faut pas se décourager de pas en apprendre. Donc aujourd'hui, je suis plus client de ça que c'est mon entreprise. Et bref, ça, c'est quelques idées et choses que j'ai essayées qui n'ont pas fonctionné. Et encore une fois, je pense que je vais devoir faire une dizaine d'épisodes sur des anecdotes et des choses que j'ai essayées qui n'ont pas fonctionné. Puis je trouve ça fun de les partager avec transparence et vulnérabilité parce que on aime ça partager de qu'est-ce qui va bien, puis nos succès, puis etc. Mais des fois, on oublie de parler de certains échecs qu'on a vécus. Et l'avantage, je crois, que j'ai présentement, c'est que je n'associe pas les échecs comme étant un échec. Je l'associe vraiment comme un apprentissage à chaque fois. Et pas juste un apprentissage. J'associe ça également comme étant de la vie. C'est du vécu. C'est de l'expérience. Imagine ne rien avoir à raconter. Imagine, là, c'est comme, t'es avec tes petits-enfants, puis là, faut que tu lui racontes de quoi d'intéressant de ta vie, là. Moi, là, juste mes enfants, là, je vais pouvoir leur raconter des histoires, là. Ils vont dire, papa, on ne croit pas, c'est pas vrai, ça. Ça se peut pas que ce soit arrivé, ça. C'est comme, oui, c'est arrivé, je te le jure. Ça, je te compte ça, je pourrais jamais compter ça dans un podcast, mais je te le compte à toi, mon enfant. Mais c'est ça qui est beau. Donc, je t'encourage à essayer des choses, à te planter, à être naïf, à essayer des affaires. C'est pas grave. La finalité là, de tout ça, là, c'est qu'un jour, on va tous mourir. Et je pense, parce que chacun a sa vision de la vie, tu as le droit de finir ta vie en disant « j'ai vécu dans la sécurité, on prend pas trop de risques, dans une vie monotone et te sentir bien. » Moi, je juge pas ça. Mais moi, présentement, j'aimerais vraiment ça, continuer à avoir une vie qui est mouvementée, mais ça demande de prendre des risques. Et je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans des vies monotones. Donc, si tu t'ennuies dans une vie qui est peut-être monotone, peut-être que ça serait intéressant de commencer à songer à prendre action, prendre des risques. C'est quoi le pire qui va arriver? Dans 10 ans, tu vas faire comme moi là en ce moment, tu vas raconter « Hey, j'ai essayé ça, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. » Mais dans toutes les histoires que je vais te raconter, là, dis-toi qu'à chaque fois, quand je terminais quelque chose, je me dis « OK, ça, c'est pas fait pour moi. Donc, génial, j'élimine. Maintenant, est-ce que je peux continuer à me rapprocher vers quelque chose que je souhaite? » Fait que j'ai jamais eu d'abandon du rêve. Il y a eu de l'abandon d'un projet, mais il n'y a jamais eu l'abandon du rêve en soi. Donc, n'arrête jamais de rêver, n'arrête jamais de croire en ton potentiel. Peu importe ce que tu as le goût de réaliser, il y a une façon de pouvoir y arriver. Si tu sais pas comment, ben, t'es plus que bienvenu de nous écrire. Donc, présentement, je réponds, à tout le monde qui m'écrit sur Instagram. Je parle avec des centaines de personnes à toutes les semaines. Écris-moi en message direct si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais apprendre. Évidemment, tu le sais qu'on a certains programmes de formation, du coaching, de l'accompagnement. Si tu n'es pas intéressé par ça, il y a le podcast qui est 100% gratuit. Mais si tu es juste curieux de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir t'aider davantage, ben ça va nous faire plaisir de prendre du temps avec toi puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des centaines de personnes à qui on parle à chaque semaine de manière totalement gratuite, qu'on fait juste diriger vers certaines directions de « Hey, présentement, avec ce que tu me partages, je pense que ça serait une belle avenue que tu pourrais essayer. » Ou « Écoute tel épisode. » Ou « Je te suggère telle formation. » Regarde, il y a le lien ici. Tu peux le faire si tu veux ou tu n'es pas obligé. C'est tout. C'est toi qui décides. On force personne. On est dans la bienveillance. On veut s'assurer que tout le monde ait une expérience agréable quand ils viennent avec nous autres. Puis toute l'expérience que j'ai vécue dans les choses qui m'ont déçu, que ça soit autant l'automobile que tous les projets que j'ai essayés où ce que je voyais de la malhonnêteté, je voyais des choses qui étaient pas éthiques, mais aujourd'hui, ça fait en sorte que j'opère mes façons avec les valeurs que j'ai appris
avec l'expérience de choses que je n'ai pas aimées. Fait que souvent, on sait ce qu'on veut dans la vie parce qu'on a expérimenté ce qu'on veut pas. Fait que tu as expérimenté une relation qui était pas le fun, maintenant tu sais c'est quoi que tu veux comme relation qui serait possiblement le fun. Donc c'est tous différent pour chaque personne. Mais aujourd'hui, moi, l'une des choses qui me rend le plus fier avec mon entreprise, c'est que je l'exploite d'une manière qui me représente et qui est avec mes valeurs. Donc, sur ce, peu importe ce que tu veux travailler en ce moment, viens m'écrire, ça me fait plaisir. On va pouvoir échanger. Sur ce, on se voit au prochain épisode. Salut!